Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo inspirée de l'ouvrage de Pierre Arnaud et collaborateurs, Le corps en mouvement, 1981. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux constats et aux perspectives d'évolution perçues par les auteurs au sujet de la didactique et de la pédagogie de l'EPS jusqu'au début des années 80. Tout d'abord, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les auteurs critiquent nettement le fait qu'avant 1960, le contenu de l'éducation physique se confond avec son objet, le mouvement. De 1880 à 1960 environ, l'éducation physique n'est pas une matière d'enseignement puisqu'elle n'a pas de contenu autre que le mouvement qu'elle exerce. Pour les auteurs, ce manque de contenu culturel, indépendant de l'activité des sujets, équivaut à un vide méthodologique. Avant 1960, le professeur exerce une motricité abstraite, d'où l'idée d'apprentissage est exclue, ou bien se réfère à des exercices formels, n'ayant leur justification qu'en eux-mêmes. Pour Pierre Arnaud, c'est un peu comme si l'enseignement de la langue maternelle se contentait de faire répéter aux élèves des syllabes, puis des phrases sans signification. Les auteurs accueillent donc avec bienveillance l'arrivée des sports comme contenu culturel qui mettent donc fin à la confusion entre éducation physique et mouvement. Paradoxalement, ils sont quand même très critiques vis-à-vis de l'hégémonie du sport dans l'éducation physique des années 60, dans le sens où même s'ils reconnaissent de légers progrès, pour eux, sur le fond, rien n'a changé sur le plan de la pédagogie. La culture sportive n'admet pas l'incertitude, la spontanéité et le désordre. Certes, les corps bougent, se déplacent plus qu'autrefois, mais aux formations et aux évolutions rigides et strictement agencées a succédé une liberté surveillée et restreinte par les règles de l'interdit. Pierre Arnaud et collaborateurs expliquent donc que le sport et ses techniques se prêtent particulièrement bien à l'instauration d'une pédagogie traditionnelle qui sera fortement critiquée après 1968. La référence aux méthodes actives et aux théories constructivistes de l'apprentissage s'accommoderait mal d'une conception techniciste et finalisée par des apprentissages sportifs. Les auteurs, au début des années 80, sont extrêmement critiques vis-à-vis de l'état de la didactique et de la pédagogie en EPS. Ils affirment que nous sommes encore loin d'un contenu structuré et hiérarchisé. Pour eux, l'introduction du sport en éducation physique a bouleversé sa didactique, mais il a paradoxalement contribué à la figer. Je vais vous lire un passage assez parlant de l'opinion des auteurs sur la didactique des années 60-70. Cette prise de position me semble très intéressante et pertinente. La technique est un référentiel constant. Il n'y en a qu'une, la bonne, la même pour tous, de la 6e à la terminale. La didactique de l'éducation physique se confond alors avec une technologie pédagogique du geste. Démontrer, expliquer, imiter, corriger, à cela se limitent les interventions d'un professeur prisonnier de contenu rigide qui applique une pédagogie traditionnelle où la relation éducative est fondée sur l'autorité, le savoir, la référence au modèle et où la mesure et la performance tiennent lieu d'évaluation. L'élève est considéré comme ignorant. Les auteurs expliquent que de la 6e à la terminale, les élèves lanceront le poids, sauteront en hauteur, courront toujours de la même manière, selon les mêmes progressions, mais avec la même inefficacité. Sur le plan pédagogique et didactique, Pierre Arnaud et collaborateurs défendent les idées de Guy Asmar, 1975, et militent pour une pédagogie de la découverte et de l'aventure motrice. Ils se demandent si l'éducation physique sera un jour une pédagogie de la découverte et de l'aventure motrice. Les auteurs, en s'appuyant sur les travaux des stages Maurice Baquet, explique qu'il est nécessaire de différencier les contenus didactiques en fonction du niveau de développement des élèves. Il s'agit alors de transformer les productions du sport de haut niveau pris comme modèle de référence pour créer un sport de l'enfant et aboutir à l'identification de niveaux de pratique. Il faut créer un sport de l'enfant qui ne soit pas le simple décalque des pratiques sportives compétitives. Comme l'affirment les auteurs avec un regard critique, les étapes intermédiaires entre le débutant et le champion n'ont pas encore été définies à la fin des années 70, début des années 80. Pour eux, il est donc clair que le statut de matière d'enseignement ne peut être conquis que lorsque seront définies les voies d'accès au savoir et au savoir-faire, voies jalonnées de critères et d'étapes. À l'aube des années 80, les auteurs expliquent donc que pour que l'EP devienne une véritable matière d'enseignement, il est impératif de hiérarchiser les contenus en définissant les différents niveaux d'exigence selon les différents âges. L'éducation physique doit rompre avec un enseignement répétitif. Jusqu'au début des années 80, les auteurs expliquent que les contenus de l'éducation physique ont pu être organisés et rationalisés, mais ils n'étaient pas hiérarchisés. Les mouvements désignés sont les mêmes pour tous, quel que soit l'âge ou le sexe des élèves. Leurs seules adaptations concernent leur intensité, leur dosage, leurs difficultés apparentes ou leur caractère dangereux. Les groupes physiologiques des IO de 45 et 59 sont l'illustration parfaite de l'incapacité de la discipline à hiérarchiser les contenus. Avec les groupes physiologiques, au lieu de définir des étapes, on fait faire des choses totalement différentes aux élèves. Sport pour les meilleurs, rééducation pour les plus faibles. Pour Pierre Arnaud et collaborateurs, la répartition des élèves en groupes physiologiques distincts préconisée par les instructions officielles de 1945 puis de 1959 n'a fait qu'illustrer cette incapacité de définir des contenus structurés et hiérarchisés.
Selon Pierre Arnaud et collaborateurs, la didactique future de l'EPS devra préciser les différentes étapes d'accès au savoir, mais aussi les modalités d'évaluation de ces différentes étapes. Ils affirment que devront être précisées les modalités de leurs évaluations, voire les critères de leur notation. L'éducation physique, comme matière d'enseignement, devra donc se définir par un contenu structuré et hiérarchisé en fonction de critères explicites. Pour eux, cette évolution didactique ne s'est pas encore réalisée au début des années 80. Aujourd'hui, avec les attendus de fin de cycle et les attendus de fin de lycée, et antérieurement avec les 5 niveaux de compétences attendus, on peut affirmer que ce n'est plus le cas. De nos jours, on peut dire que les contenus d'EPS sont relativement bien structurés et hiérarchisés. Enfin, les auteurs critiquent le fait que l'éducation physique se limite aux sports les plus communs et les plus populaires, alors que les motivations des élèves se tournaient de plus en plus sur des pratiques plus exotiques, équitation, voile, tennis, etc., selon une enquête du SEJSL réalisée en 1972-1973. Pour résumer rapidement tout ce que nous venons de dire, Pierre Arnaud et les autres auteurs ayant participé à la rédaction de cet ouvrage ont une position très critique et engagée vis-à-vis de l'état de la didactique en EPS au début des années 80. Même s'il y a eu des améliorations au cours du temps, les auteurs défendent qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Les auteurs reconnaissent que l'arrivée du sport en éducation physique a permis d'apporter des contenus culturels forts qui ont permis de mettre fin à la confusion entre éducation physique et mouvement. Toutefois, ils défendent que la didactique de l'EPS des années 60-70 est toujours très médiocre dans la mesure où aucune étape intermédiaire n'est proposée pour passer de l'état de débutant à l'état d'expert. Les auteurs critiquent qu'il n'y a qu'une technique qui soit valable, celle du champion. Il n'y a pas de pédagogie de la découverte et d'aventure motrice, mais seulement une pédagogie directive et techniciste. Plus largement, les auteurs soutenaient que pour que l'EPS devienne une véritable matière d'enseignement, il est indispensable que soient définies des étapes intermédiaires qui jalonnent l'apprentissage des élèves. Je pense que tous les contenus de cette vidéo peuvent vous servir à mieux comprendre et à apporter un regard critique sur la didactique et la pédagogie d'avant 1980. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.